Dans cette nouvelle causerie du dimanche 10 août 2014, je voudrais aborder la question, une fois de plus, des femmes. Vous savez que je suis très intéressé par la question des rapports et des différences entre les hommes et les femmes. J'en ai pas encore parlé énormément dans les vidéos, mais enfin j'en ai parlé, et je voudrais faire un peu le point là-dessus. Alors je préviens tout de suite que pour les âmes sensibles, il vaut mieux ne pas écouter cette vidéo parce qu'elle peut perturber certaines sensibilités, justement. Tout à l'heure, je me promenais dans la rue, là, dans le 13e arrondissement, et je voyais des pigeons picorer. Je suppose que c'était des miettes de pain que quelqu'un avait laissées, ou enfin bon, qui se retrouvaient là. Et je me disais à quel point, je me faisais la réflexion à quel point ces pigeons dépendaient de ce qu'on leur laissait. Et que leur vie, en fin de compte, était complètement fonction de ce qu'on... Non pas qu'on leur donnait, surtout on ne leur donne même pas, mais de ce qu'on leur laissait, de ce qu'on délaissait, je dirais presque. Et l'image m'est venue de rapporter cette idée aux femmes. Les rapports entre les femmes et les pigeons. Alors, moi, ce que je pense, je vais me tromper, mais ce que je pense, c'est que les femmes ont besoin des hommes pour exister. Et que quelque part, sans les hommes, il n'y aurait pas de femmes. Alors je sais, je ne suis pas en train de parler là de... Je ne parle pas simplement là d'une question de procréation. Parce que la question de la procréation a été trop instrumentalisée. Je veux dire par là que nous sommes dans le domaine de la phylogénèse, non pas de l'ontogénèse. J'entends par là que la phylogénèse, c'est quelque chose qui se joue sur des millénaires, peut-être même des dizaines de milliers d'années. Ça ne se joue pas au niveau d'une personne ou d'une génération ou de quelques décennies. Initialement, ce que j'appelle les femmes, comme les hommes d'ailleurs, relevaient de ce qu'on pourrait appeler une parthénogénèse, si on veut dire. C'est une hypothèse. Enfin, en tout cas, il y avait une forme de parthénogénèse. Et quand il y a eu symbiose entre les hommes et les femmes, cette parthénogénèse a laissé la place à une sexuation. Il y a des garçons, il y a des filles qui naissent. Et on a besoin des deux pour faire des enfants. Donc, restons-en à l'idée d'une humanité ou de deux humanités se reproduisant par parthénogénèse. L'une qui a donné les mâles d'aujourd'hui et l'autre qui a donné les femelles d'aujourd'hui. Eh bien, selon moi, la seconde humanité vivait au crochet de la première. Au crochet, en ce sens, comme on l'a dit, qu'elle se nourrissait à tous les niveaux de ce que la première lui laissait, lui abandonnait. Un peu comme les glaneuses à la fin de la moisson. Les femmes donc se nourriraient de ce qui est laissé, ce qui est rejeté
laissée derrière soi par les hommes. C'est une économie, c'est l'économie féminine, est directement dépendante de l'économie masculine. Tout comme autrefois, les deux, au stade des deux parthénogenèses, l'une était complètement dépendante de l'autre. Mais cette dualité, elle s'est perpétuée dans le cadre aujourd'hui du mâle et de la femelle. On retrouve les mêmes structures, à mon avis. Quelque part, c'est un rapport à la mort qui se pose ici. Car ce que nous laissons derrière nous, c'est généralement ce qui est abandonné et ce qui est mort, ou voué à la mort. Je dirais même que d'une certaine façon, il y a des êtres qui ne sont intéressés que par la mort, que par l'objet mort. D'ailleurs, on dit que les humains, il y a très longtemps, se nourrissaient des proies abandonnées par les autres animaux. C'était des charognards. Il y a dans l'histoire de beaucoup d'êtres vivants cette notion de se nourrir de ce qui est abandonné par une autre espèce, par une autre catégorie, une autre classe. Par exemple, dans les restaurants, je ne sais pas, au début du XIXe siècle, les restes des convives les plus riches étaient resservis à un autre étage du restaurant pour les convives les moins riches. Ce qu'on pourrait appeler une sorte de recyclage. Ce qui est abandonné redevient le point de départ pour un autre produit. Donc, ça n'a rien d'étonnant. Lorsque, par exemple, nous sommes amenés à donner une forme définitive à quelque chose, c'est une sorte de mort, c'est une sorte de testament spirituel. Celui qui n'a pas peur de la mort n'a pas tendance à laisser les choses par écrit. On pense à Socrate. Chez les Juifs, la mise par écrit de leurs lois, notamment leur Talmud, est liée à une période de crise, une période d'inquiétude. La peur de disparaître. Donc, celui qui se nourrit de la mort, il est instinctivement attiré par ce qui est mort. Et donc, dont l'auteur n'est plus vivant. Tu vois ? Un produit qui ne bouge plus, qui n'est plus susceptible de transformation de par lui-même, qui va en subir éventuellement, mais ce sont des transformations qu'on va lui faire subir, mais qui ne sont pas inhérentes à l'objet lui-même. D'où un certain décalage des femmes par rapport à la modernité, notamment dans le domaine culturel. Dans le domaine musical, c'est assez flagrant. Elles préfèrent des œuvres anciennes, mais bien achevées, sauf dans le cas de la symphonie de Schubert, évidemment, et à des œuvres en gestation, en évolution, en recherche. Il les déconcerte.